tes questions vont rester sans réponse. Les lieux se chargent de souvenirs et d'émotions. Le travail qui suit est une recherche tout autant qu'une invitation, celle de l'exploration d'un sentiment, l'invitation à le reconnaître et à se vautrer dedans. Les processus de narration et les ressentis peuvent être personnels, mais pas uniquement. Les situations qui nous intéressent se produisent précisément à l'intersection du lieu et du souvenir, de la réalité et de l'imaginaire. Ces espaces entre deux, interstitiels, ces entre-espaces font émerger des fantômes, des nostalgies, parfois des mélancolies. Des situations intermédiaires entre dedans et dehors se créent, des fictions se déploient, du sens apparaît. Cette excursion dans les mémoires, cette recherche de l'imprégnation du souvenir par le lieu, déploie les images de la mélancolie douloureuse des longues après-midi d'enfance. Ah ben non. Il y en a moins que délicieux, hein? Ah, mais moi j'aime bien Valgarde, mais alors ils font des travaux, c'est pénible, hein? J'ai traversé l'autre jour. Mais oui. Ah oui. Nous poursuivons l'idée d'une ambiance et de ses déplacements, nous traquons les prolongements d'une atmosphère et ses impacts sur la réalité. Dans le même temps, nous retournons des petites pierres sous lesquelles se dissimulent peut-être des fragments de vérité. Ben écoute, nous, ici c'est calme parce que j'ai même pas la télé. Enfin, ben voilà. Moi dans ma chambre, je fais la télé. Ah ben moi c'est ce que je fais. Tous les soirs je monte à 8h30 dans mon lit et je m'allonge. Ouais, je suis obligée de toute façon. Ouais. Mm. C'est là que les questions irrationnelles émergent. Lors d'un déménagement, que fait-on du reste, de ce qui n'est pas emballable et que l'on porte aussi sur soi, dans la poitrine? Que fait-on des strates de souvenirs et d'émotions qui se sont accumulées sur les murs et le plafond? Est-ce qu'on peut les décoller patiemment, comme on le ferait d'un papier peint, et les emporter avec soi dans un petit tupperware? Les fantômes hantent-ils un endroit parce qu'ils l'aiment? Est-ce que la vue que l'on a depuis une pièce s'accroche petit à petit aux fenêtres, déteint sur les carreaux, coule le long des vitres comme de la condensation? Si l'on change la fenêtre, si elle se casse, le paysage s'altère-t-il? Les maisons hantées existent-elles? Afin que les lecteurs et les lectrices n'aient pas trop l'impression que l'on enfonce des portes ouvertes menant à des pièces vides, il nous est nécessaire de réduire ces questionnements à un seul. Cette recherche porte sur le souvenir qui s'accroche, sur la manière dont l'émotion charge un endroit concret, sur la valeur sentimentale des lieux et des objets. Nous dirons des choses du foyer, du domestique, de l'intangible douleur des déménagements et des expulsions, de l'importance des cabanes dans nos vies. Devenu réceptacle à souvenirs, le lieu est chargé de quelque chose d'immatériel, qui finit par suppléer à la réalité. Nous invoquons des ressentis, de l'indéfinissable, dans une mise en lumière de phénomènes qui s'éloignent de l'explicable et qui pourtant touchent au commun. C'est un endroit que l'on construit avec nos mains, avec nos têtes, et dans lequel l'on s'abrite du tourment du monde extérieur. C'est un lieu clos, avec une porte qui permet de passer d'un monde à l'autre. Il peut y avoir une ou plusieurs fenêtres, mais seulement pour observer, pas pour être vu.
c'est dans une maison qu'on est seul, et pas au dehors d'elle, mais au dedans d'elle. La cabane dont nous parlons ici est celle qui permet non pas de survivre, mais d'exister. C'est la cabane volontaire, qui relève du besoin créateur, de l'existence individuelle de chacun et chacune. C'est un refuge contre le monde froid et dur, contre les obligations morales, contre la nécessité. Elle peut être une chambre à soi, une maison entière, un recoin sous la table de la cuisine. Elle est le prolongement direct de l'habitat, une excroissance physique et poétique qui engage une intimité totale avec soi-même. Elle n'est jamais vide, elle est pleine de soi, de ce que nous minons au fond de nos entrailles. C'est comme si seule cette maison, en m'entourant, permettait ma descente dans la mémoire, mon immersion dans l'écriture. Ces murs décorés suintent de colère et de tristesse refoulées, tandis qu'elle nous grandit de l'intérieur. Son opposé, c'est la tente au bord de l'autoroute, mise là pour monter à bord de camions frigorifiques. À l'inverse de la cabane d'enfants, elle nie notre humanité, tant celle de la personne qui y habite que celle de ses spectateurs et spectatrices. Ne pas pouvoir s'extraire de la multitude, échapper à son harcèlement, se soustraire au regard, refermer une porte derrière soi, arpenter quelques mètres carrés où l'on est souverain, souffler, reprendre des forces, faire ses besoins, se laver, se préparer à manger, entreposer en lieu sûr les objets auxquels on tient, c'est ne posséder qu'un vêtement sur les deux qui nous sont nécessaires. Est-il possible que les murs d'une tente donnée par une association un soir et volée par un gouvernement un matin aient une résonance créatrice ? Des souvenirs sont-ils chargés dans des camions de nettoyage, en même temps que des bâches et des piquets ? Ces cabanes-là sont refuges entre les refuges, celui de la survie et du nécessaire. Implantées dans des lieux en marge, des espaces intermédiaires, elles contiennent l'espérance de la sûreté, de l'intimité et du soin. Elles se chargent de tous les regards portés sur elles, ceux de leurs occupants, des habitants qui vivent en marge de ces espaces illégaux, des bénévoles, de la police. Ces cabanes regorgent d'émotions, charriées par l'ensemble d'une société et qui s'échouent au bord d'une mer froide et inhospitalière. Certains, comme spectateurs et spectatrices, pourraient prendre plaisir à cette esthétique de l'urgence, trouver un intérêt à l'analyse des moyens de survie et de la façon dont les humains construisent un habitat à partir de rien. De notre point de vue, nous qui avons des maisons entières dans lesquelles vider nos émotions, cela revient parfois à nier la violence qu'elles contiennent, ces tentes autour d'un gymnase. Il ne nous appartient pas ici de trouver de la beauté dans ce que notre police assassine et expulse. Nous souhaitons pourtant en parler, amener les images de ces endroits dans notre mémoire collective, pour qu'ils ne sombrent pas dans l'oubli. Au prisme des mémoires et des lieux, il est important de rappeler desquels nous parlons, de quel point de vue, avec quelle position privilégiée. Ainsi, notre recherche ne peut prétendre à l'universalisme, mais en appelle au commun, à la nécessité humaine de poser ses souvenirs quelque part. Il faut quitter le lieu en l'ayant marqué de son passage, et en emporter avec soi un petit morceau, pour qu'il essaime sur un autre lieu. Des paradoxes peuvent apparaître, des contradictions émergent entre nos propos. Interlude 1. C'est une grande tour avec un escalier en spirale qui occupe tout l'espace. Il y a des paliers en parquet qui obstruent le regard, on ne peut pas voir le sommet simplement en levant la tête. Il faut gravir l'escalier. C'est plein de toiles d'araignée qui rendent tout gris et poussiéreux. La tour est très haute quand on est dedans, plus haute que quand on est dehors. Peut-être que dessous, peut-être qu'au sol il y a une trappe, que sous le plancher gris il y a un sous-sol gris, un sous-sol sombre avec une lumière froide et vive, qui rend tranchant les contours des objets. Elle provient de fenêtres sales. Il y a aussi un escalier en bois qui craque. Autour des pièces sans porte, des pièces avec des cartons en bois usés. Aussi toujours une obscurité brutale palpable,
qui semble émaner des murs et du sol eux-mêmes. C'est un endroit calme, beaucoup de poussière en suspension, tout est visible et rassurant sous la lumière forte. Il y a un rat gris pris dans une toile d'araignée. La tour est accolée à une maison, très grande avec beaucoup de fenêtres. La maison comme la tour ont des portes doubles blanches, semblables aux portes d'école ou d'hôpital, celles qui ont la sécurité incendie. On peut les voir se refermer les unes après les autres, claquer pour permettre au feu de s'épanouir dans un cadre scolaire, rassurant et sécurisé. On peut voir l'intérieur de la maison de l'extérieur, comme si le plancher était incliné. Ce sont de grandes pièces vides, avec du parquet aux lattes larges. La maison et la tour donnent sur un jardin en pente, ceint de murs en pierre, avec des bambous et de grands arbres. Le jardin monte depuis l'entrée des bâtiments jusqu'à une dalle en béton, au milieu de la pelouse, sur laquelle se trouve une grande table. Les chambres, on ne les a pas vues, c'est privé. C'est si rare d'avoir quelque chose de privé, alors on ne vient pas amener notre regard, nos corps dans cet endroit que l'on imagine petit et encombré, sans chaleur. Le foyer est une idée. Il peut être défini comme la partie de l'âtre où se fait le feu, l'espace ouvert aménagé dans une maison pour cuisiner, le lieu où l'on vit, celui où habite la famille, la demeure, la famille elle-même, le milieu familial, le point central, le foyer d'incendie. Qu'est-ce qui entre dans l'élaboration d'un lieu à soi ? Son propre nom sur le contrat de location, les souvenirs que l'on en a, le sentiment de sécurité et d'identité. Le foyer est avant tout un imaginaire spatial. Un bâtiment, un abri ou une maison peuvent contenir un foyer, mais celui-ci est toujours frappé au coin de la culture, du genre et de la classe, de l'identité de ses habitants et de la manière dont ils y vivent. C'est par leur participation active que les occupants définissent et concrétisent le foyer, et qu'ils laissent derrière eux les traces multiples de leur vie quotidienne. Tout comme les cabanes, le foyer est double. C'est le lieu du soin apporté aux membres de sa famille, un endroit que l'on aspire à créer, à installer, et dans lequel retourner le soir venu. Il apporte chaleur, confort et protection, tant par son existence concrète que par la certitude qu'il est peuplé de personnes qui nous ressemblent. Il protège sans enfermer, il donne une substance supplémentaire au mur de la maison, l'idée d'un chez-soi dans lequel on ne serait pas seul. Et parfois on est réduite qu'à ça, à garder et maintenir les murs de sa propre prison, tandis que la violence provient de l'intérieur. Il faut permettre à ceux qui construisent de laisser la trace de leurs sentiments, et c'est cette charge émotionnelle qui va redonner de l'enchantement à l'architecture, qui sera alors chargée de la substance de celles et ceux qui l'ont réalisée. La valeur sentimentale est un attachement que l'on projette, plaque, imprime, imprègne sur un lieu ou un objet. Les objets et les lieux qui les contiennent sont intimement liés. Les souvenirs et l'affection peuvent s'accrocher à eux indifféremment. Notre recherche porte sur les lieux, mais ceux-ci ne sont jamais vides. Notre mémoire et nos appartements sont peuplés d'une galaxie d'objets, dont la couleur, la forme, l'odeur font partie intégrante de nos souvenirs. Rares sont les personnes qui auraient la fortune et la fantaisie de conserver des maisons défraîchies, au papier peint démodé et à la charpente pourrie, simplement pour leur valeur sentimentale. Pourtant, nos maisons sont pleines d'objets souvenirs, qui ont une présence quasi humaine. Il existe un rapport proportionnel entre la rareté des choses que l'on possède et l'attachement qu'on leur porte. Un objet qui nous a accompagnés dans les péripéties de la vie se charge de substance et émet un rayonnement particulier. Le temps le patine, les années le cuirassent. Il faudra côtoyer longtemps son misérable patrimoine d'objets pour apprendre à aimer chacun d'eux. Bientôt, le regard aimant posé sur le couteau, la théière et la lampe se transmet aux substances et aux éléments, le bois de la cuillère, la cire des bougies, la flamme. La nature des objets se révèle, il me semble percevoir les mystères de leur essence.
Nous pourrions ainsi imaginer une valorisation des objets hors des logiques de production et de consommation actuelles. Une carte postale défraîchie d'un premier amour vaudrait des millions, et un ordinateur flambant neuf pratiquement rien. Nous investirions dans des souvenirs, ferions venir des magnétiseurs pour évaluer la quantité d'affect présente dans nos objets. Il faudrait pour afficher sa richesse et son goût, porter un très vieux pull que l'on n'a pas le cœur de jeter, des chaussettes dépareillées que l'on garde pour qu'aucune ne soit triste d'être mise de côté.